Bienvenue dans le journal de Vue d'ailleurs, vuedailleurs.com, un site qui couvre toutes les rubriques d'un journal, actualité, santé internationale, politique, économie, sociale, espace, même levée de fonds. Et puis il y a une colonne opinion. Et bien cette semaine, nous allons faire une petite sélection de 3 articles afin effectivement de vous donner un petit aperçu de ce qu'on peut retrouver dans ce journal. Et nous avons décidé dans cette séquence de parler un petit peu de l'Afrique. Il faut savoir que la guerre économique fait rage en Afrique. C'est un article de Régis Loussou-Kiki, qui est le fondateur du cabinet Régis et Associés. Et il publie un ouvrage aux éditions Va Presse. Et bien cet article fait un petit résumé, une synthèse, en expliquant que l'expansion économique devient le but premier des pays qui en ont pris conscience. Et l'Afrique, quant à elle, est le théâtre d'opérations permanente sur lequel jouent les extrémismes de tous bords. Et ça vient brouiller les cartes entre terrorisme islamique, nationalisme, ethnicisme. Dit-il, le champ de bataille des matières premières recouvre plusieurs réalités. Il y a des facteurs d'instabilité, nous explique-t-il, sur le plan politique. Et ces facteurs jouent un rôle essentiel dans la migration des jeunes vers l'Occident. Et bien, en quelque sorte, cet article traite des sujets d'immigration qui sont si importants, notamment à l'échelle européenne. La question du droit d'asile est d'ailleurs souvent présentée comme prépondérante. Et bien, avec cet article qui investigue ce qui se passe en Afrique, on comprend mieux d'où viennent les flux. Selon cet auteur, l'Afrique pourrait répondre de manière plus efficace aux défis qui l'attendent en parlant d'une seule et même voix. La réflexion sur l'avenir de la relation entre l'Europe et l'Afrique est fondamentale. Alors, l'Europe a-t-elle les moyens de se tourner vers les pays africains? En a-t-elle du moins la volonté? L'Europe peut-elle suivre les préconisations allemandes en la matière? Imaginer l'avenir de la relation entre l'Europe et l'Afrique est-il utopique ou fondamental? Ce sont des questions que pose l'article. Je vous invite à le lire pour vous faire vous-même une question. Dans un instant, on se retrouve pour une autre séquence. Il avait consacré un livre au bonheur d'être réac. Il avait le sens de l'humour. Je parle bien sûr de Denis Tillinac qui nous a quittés récemment. Cet écrivain laisse beaucoup de fans derrière lui. J'ai lu cette nécrologie et ce message de Frédéric Beigbeder, écrivain très célèbre, qui nous dit que Denis Tillinac, c'est un écrivain qui est surtout mort d'un excès de vie à 73 ans. Eh bien, effectivement, Denis Tillinac avait beaucoup fréquenté des hommes politiques de tous bords et il semblerait que cet ancien compagnon de route de Jacques Chirac était finalement surtout un vieux réac sympathique. Je le dis parce qu'il se présentait comme tel et c'est l'un des articles du journal Vue d'ailleurs qui rappelle que Denis Tillinac c'est l'auteur d'une 50aine de livres, romans, essais, pamphlets, chroniques, nouvelles et sa mort est une perte incommensurable. Il dirigeait la maison d'édition La Table Ronde dans le quartier latin et il recevait beaucoup, allait souvent en Corrèze et si Denis Tillinac n'aimait pas son époque, eh ben, il avait de la sympathie pour les personnages qui tâtonnent aux marges de la gloire ou aux frontières du désespoir. Je reprends les termes de Frédéric Beigbeder qui le connaissait très bien et qui en parle comme d'un immense écrivain. Donc s'il a soutenu des politiques, Denis Tillinac et notamment son ami Chirac, c'est par le jeu plutôt d'une fidélité personnelle parce qu'il n'était en fait d'aucun parti. C'est maintenant la séquence consacrée davantage au numérique qui suit dans le journal de Vue d'ailleurs. Après cette nécrologie consacrée à Denis Tillinac, un immense écrivain, je vous propose de suivre le petit coup de projecteur qui sera fait dans la séquence suivante avec Olivier Babot.
Dans notre rubrique Actualité économique, je reçois aujourd'hui Olivier Babot qui vient de sortir un livre, Le nouveau désordre numérique ou comment le digital fait exploser les inégalités, aux éditions Buchet-Chastel. Bonjour Olivier. Bonjour. Merci d'avoir accepté notre invitation. Vous avez signé un article sur vuedailleurs.com intitulé L'apocalypse du numérique a lieu sous nos yeux. Un pic lancé à Guy Mamoumani, qui est un optimiste du numérique qui a sorti son livre L'apocalypse numérique n'aura pas lieu. Alors justement, quel est cet apocalypse qui transforme progressivement nos sociétés? Apocalypse, vous savez, en grec, ça veut dire découvrement, dévoilement. C'est exactement ce qui se passe quand au début des années 2000, ça a commencé à se développer. On a tous cru beaucoup dans le numérique, on a eu énormément d'espoir, on a pensé que ça allait donner à chaque entreprise sa chance. Il y avait l'idée de la grande traîne, la longue traîne, The Long Tail de Chris Anderson. On a pensé que la société allait permettre à chaque travailleur d'être beaucoup plus efficace. On a pensé aussi que ça allait permettre au débat public de faire émerger le consensus, la démocratie directe allait enfin pouvoir se développer. Qu'est-ce qu'on voit 20 ans plus tard? C'est radicalement, c'est profondément et de façon, à mon avis, extrêmement inquiétante, le contraire de ce qui se passe dans ces trois dimensions, sociale, économique et politique. On a en économie, on a une société, on pourrait dire néo-féodale qui s'oppose et des grandes plateformes qui s'opposent à des sociétés, à des entreprises vassales. On a une société qui se bipolarise avec des inégalités qui explosent comme jamais et une politique qui est en train de mourir alors qu'une politique, les démocraties, les régimes démocratiques qui sont en train de mourir alors que les technodictatures, évidemment on pense à la Chine, sont en train de profiter des nouvelles technologies pour instituer une société de surveillance totalement terrifiante pendant que les démocraties meurent. Donc tout ça est assez inquiétant. Ce n'est pas de la technophobie, je veux absolument y insister, je suis pour la technologie, mais c'est plutôt un appel à la lucidité sur les conséquences de la technologie et un appel évidemment aux façons d'y répondre. Vous parlez en particulier dans cet article de polarisation politique, expliquez-nous. La polarisation politique, c'est celle qu'on est en train d'observer suite à ce désordre informationnel incroyable. Les Québécois disent de façon jolie l'infobésité, c'est-à-dire le fait que tout d'un coup, l'information a été disponible pour un coût absolument nul, de façon gratuite et de façon infinie. Autrefois, les sources d'information étaient plutôt rares, mais l'information était validée, elle était triée, peut-être un peu contrôlée aussi par l'État. Souvenez-vous, quand il y avait une seule chaîne, quand il y avait quelques journaux, le président pouvait appeler et puis contrôler ce qui se pensait, ce qu'on pouvait parler comme d'une vérité. Aujourd'hui, l'information n'est plus du tout contrôlée. 62% des Américains, des adultes américains disent s'informer en priorité sur les plateformes. Sur ces plateformes, c'est malheureusement le règne de l'hubris, on pourrait dire le règne de l'excès. C'est la position la plus excessive qui, par définition, va arriver à capter l'attention et qui va catalyser les gens autour d'elle. Et c'est donc malheureusement ce dont on s'aperçoit, c'est-à-dire qu'il n'y a plus de débat public, il n'y a plus de capacité à échanger, il y a plutôt uniquement une confrontation de plus en plus violente, de points de vue extrêmement forts, qui fait que les gens passent tout d'un point de vue à une opinion, à une conviction, à travers tout un mécanisme de polarisation. On l'a vu pendant les élections présidentielles, par exemple, voilà, aux États-Unis. Et même pendant le Covid, d'ailleurs, avec les délires les plus dingues autour de la 5G, des masques, du vaccin de Bill Gates, enfin les délires les plus complètement, les complotistes sont de plus en plus nombreux sur ces plateformes-là. On pensait que c'était l'explosion du savoir et en fait c'est l'explosion du complotisme et de l'ignorance pour l'instant Internet et ça c'est très terrifiant. Qu'est-ce qu'il faudrait pour contrer ce phénomène ? Alors il y a plein de choses qu'on pourrait essayer de faire. La première, c'est reprendre le contrôle de nos propres cerveaux. Nos propres cerveaux sont en partie pris à travers l'addiction aux écrans qui a été créée, l'addiction aux plateformes, puisque le modèle des plateformes, c'est qu'on place le plus de temps possible là-dessus. Donc on a tous notre addiction, notre attention qui est captée. Donc reprendre le contrôle de notre cerveau, un peu comme on se contrôle face aux sucreries, si vous voulez. La deuxième idée, c'est re-hiérarchiser l'information. C'est-à-dire qu'il faut refaire une différence entre un prix Nobel et Monsieur Tout-le-Monde qui s'exprime sur un sujet. Faire attention à cet effet, vous savez, qu'on appelle de ce joli néologisme de l'ultra-crépidarianisme. Vous savez, cette locution latine qui dit sutor ne supra crepidam, cordonnier pas plus haut que la chaussure, et qui fait que les gens, malheureusement, parlent de tout et surtout de ce qu'ils ne connaissent pas sur les réseaux sociaux. Et donc, il faut faire attention. Et la troisième idée, c'est qu'il faut qu'on se forme toute notre vie, qu'on comprenne bien qu'aujourd'hui, au siècle cognitif, du capitalisme cognitif, l'exigence cognitive, pour être
être des travailleurs efficaces et connectés de façon efficace au numérique, et puis face à l'intelligence artificielle et à la robotisation, il faut qu'on se forme toute notre vie, qu'on ait une exigence personnelle. Et donc tout ça fait qu'on doit être des gens d'élite, tous cognitivement, pour être consommateurs, travailleurs et citoyens. C'est ça l'exigence qui nous permettra de remettre de l'ordre numérique. Et d'ailleurs, dans votre article, vous terminez par dire que la colère des Gilets jaunes n'est qu'un début. D'après vous, c'est quoi la suite? C'est une guerre civile? La suite, oui, c'est peut-être des formes de guerre civile. Regardez, c'est ce qui se passe en fait aux États-Unis. Pour moi, c'est une des conséquences. Cette montée d'une vision extrêmement binaire du monde, très manichéenne, qui fait que vous êtes tellement persuadé que vous avez raison, que ceux qui ne sont pas dans votre catéchisme, dans votre orthodoxie, sont des ennemis que vous allez vouloir éliminer presque avec violence. L'idée de la cancel culture qui est en train de se développer. Il n'y a plus de dialogue, il n'y a plus de capacité à imaginer que l'autre a peut-être une part de la réalité. Vous dites que l'autre est de toute façon un renégat qu'il faut supprimer, un mécréant, parce que ça devient quasiment des formes religieuses en fait. C'est de la croyance néo-religieuse, ou c'est la religion païenne si vous voulez. Vous avez une croyance tellement forte que vous en êtes prêt à éliminer ceux qui ne croient pas comme vous. Et donc je crois malheureusement que ça, connecté avec la société en sablier qui est en train d'émerger, avec la fin de la classe moyenne, qui est une des réalités statistiques malheureusement les plus frappantes, et on le voit dans les villes aussi où les classes moyennes s'en vont, et vous n'avez plus que des quartiers gentrifiés ou des quartiers totalement paupérisés. Malheureusement, cela nourrit une forme d'amertume, et je crois profondément que les Gilets jaunes, c'est la manifestation de ces classes moyennes qui se voient en plein déclassement, qui voient la difficulté qu'ils ont à de plus en plus avoir un emploi, avoir une perspective pour eux et pour leurs enfants. Et donc l'enjeu de l'État, c'est de faire un retour évidemment du régalien, d'arriver à réformer l'éducation pour arriver à tirer le plus de gens vers le numérique et casser cette bipolarisation du monde produite par le mécanisme. On a besoin de nous, on a besoin de notre volonté, on a besoin de l'État aussi pour faire ça. Merci beaucoup Olivier Babot. Je rappelle que votre livre Le Nouveau Désordre Numérique est disponible aux éditions Buchet-Chastel. Dans quelques instants, la rubrique culturelle. Bonjour à tous, nous sommes maintenant dans la rubrique culturelle du journal Vue d'ailleurs et on va se faire plaisir parce que nous allons parler du vin. Je suis avec Jean-François Blondel, écrivain, historien des métiers et il sort un livre extrêmement intéressant, La vigne et le vin, sacré symbole. Jean-François Blondel, bonjour. Bonjour. Merci de nous rendre visite. Alors c'est vrai que vous n'êtes pas un œnologue, mais c'est incroyable tout ce qu'on apprend dans votre livre, aux éditions Oxus, je le précise, parce que, vous le dites, à défaut d'être un spiritueux, le vin est bel et bien spirituel. Alors c'est ça qui vous a donné envie de parler des symboles que représente le vin? Oui, parce que le vin, en fait, quand on réfléchit bien, a été, les religions s'en sont emparées, les sociétés initiatiques s'en sont emparées, les traditions populaires s'en sont emparées, et je me suis dit, mais dans le fond, qu'est-ce qu'il y a dans le vin pour que il ait cette notoriété que l'on s'en empare et alors en fait en réfléchissant c'est tout simplement parce que le vin en fait contient effectivement, est une boisson alcoolisée et c'est l'ivresse. Alors je me suis sur un plan philosophique intéressé justement à cette ivresse, et ce qui est intéressant de voir, et tous les grands philosophes, aussi bien de l'Antiquité que les grands mystiques chrétiens et d'autres religions, ont tous dit buvez jusqu'à l'ivresse, mais sans dépasser une certaine limite. C'est-à-dire qu'il y a une limite à ne pas dépasser, il y a une bonne ivresse et il y a une mauvaise ivresse. Oui, avec modération, tout ça, c'est beaucoup mieux. Oui. Et ce qui est amusant, c'est qu'on ne mange pas les mêmes choses qu'il y a 50 ans, 100 ans, 1000 ans, 2000 ans, mais il y a cette continuité sur le vin. Il existe depuis un temps immémorial. Ah oui, tout à fait. Ah oui, dans l'Antiquité, effectivement, aussi bien chez les Égyptiens,
les Égyptiens buvaient déjà du vin. On en a la preuve dans les traces qui sont restées dans des jarres, justement à côté des tombeaux des pharaons, qui ont 2000, 3000 ans. Les Grecs aimaient beaucoup le vin. Dionysos, c'était le dieu du vin. Les Romains aussi, Bacchus. Et puis alors après la chute de l'Empire romain, qui a continué la culture de la vigne, eh bien ce sont les moines des monastères, pour différentes raisons. Ils ont continué. C'est grâce à eux, et surtout les cisterciens, c'est grâce à eux qu'on boit du vin aujourd'hui, en fait. Voilà. Parce qu'ils ont continué la culture de la vigne. Évidemment, ils en avaient besoin pour de multiples raisons, l'Eucharistie, pour leur consommation personnelle, parce qu'un bénédictin buvait en moyenne un demi-litre de vin par jour. C'est des gens qui travaillaient de leurs mains. Faut pas oublier la devise ora et labora, prie et travail. Un bénédictin travaillait. Il y en avait qui travaillaient la terre, il y en avait qui étaient architectes, qui charriaient des pierres. Donc ils avaient besoin de vin. Voilà. Et alors c'est vrai qu'il y a une foule d'anecdotes dans votre livre. Est-ce que vous n'avez pas une petite anecdote à nous livrer Une petite anecdote. Il y a plein de dictons, il y a plein de proverbes. Alors il y en a un que j'aime bien, c'est le bon vin fait parler latin. Alors c'est intéressant de faire l'association d'idées entre le bon vin, pas le mauvais vin, mais le bon vin, et le latin qui était encore au 19e siècle la langue des érudits, si vous voulez. Alors tout se passe comme s'il y avait une association d'idées entre justement cette langue des érudits et une certaine qualité de vin qui est en relation justement avec cette érudition, parce que peut-être qu'effectivement boire modérément du bon vin fait en quelque sorte ressortir des idées, peut-être des idées géniales ou une certaine manière de s'exprimer. La bonne nouvelle aussi, c'est que le vin a des vertus thérapeutiques, vous le soulignez dans votre ouvrage. Oui, alors effectivement au Moyen-Âge, le vin avait des vertus, était utilisé, pas tout seul, avec du miel, c'était un solvant de plantes médicinales. Le vin, on disait le vin et le lait des vieillards, par exemple. On donnait du vin aussi à une femme qui venait d'accoucher, pour se refaire le sang. J'aime bien cette expression, pour se refaire le sang. Donc le vin avait des vertus thérapeutiques indiscutables, aussi bien dans l'Antiquité que au Moyen-Âge, et même encore au 19e siècle. Et est-ce qu'on a des scientifiques français qui se sont emparés du sujet, qui ont parlé de dictons, d'anecdotes? Oui, alors il y a un biologiste bien connu qui s'appelle Louis Pasteur, au 19e siècle. Il disait le vin est la plus hygiénique des boissons. Alors ça mérite une explication, c'est que effectivement il faut replacer les choses dans leur contexte. À l'époque de Pasteur, l'eau n'était pas traitée, n'était pas javalisée comme aujourd'hui. La plupart du temps, l'eau était polluée, et donc il restait le vin. Il restait le vin qui, pour lui, toujours pareil, bu modérément, ne pouvait que réjouir le cœur de l'homme, selon l'expression latine, bonum binum, voilà. On pourrait faire toute l'interview en latin, oui. Mais pour finir, ce qui est intéressant, c'est que vous traitez le sujet à différents niveaux. On se rend compte que le vin, bien sûr, ça fait partie de la culture populaire et des pratiques quotidiennes, culinaires, mais conviviales en tout cas. Mais ça fait partie également, ça relève des religions également, oui. Et ça relève effectivement des mythologies, les légendes méditerranéennes s'en sont emparées. C'est ce que j'ai appris dans votre ouvrage. Oui, tout à fait. Vous pouvez nous en parler un petit peu? Alors les religions, effectivement les trois religions abrahamiques, c'est-à-dire le judaïsme, le christianisme et l'islam, se sont emparés du vin. Alors le judaïsme, le vin est très présent dans les traditions juives, puisque aujourd'hui nous sommes par exemple vendredi, et chez des juifs pratiquants, c'est le kiddush du vendredi soir qui prépare le Shabbat, c'est-à-dire le jour où Dieu s'est reposé, le samedi, et le père par exemple, chez les pratiquants bien sûr, prend une coupe de vin et dit
dit nous remercions Yahvé du vin, de la vigne qu'il nous a donné, et donc tous les convives boivent après le Père. Alors après il y a le pain, et effectivement on retrouve toujours le vin et le pain. Le pain, alors tout le monde va se laver les mains, parce qu'effectivement il faut avoir symboliquement les mains propres pour toucher le pain, et la même chose, il dit nous remercions Jéhovah de nous avoir donné la culture du blé, etc. Voilà. Eh bien, c'est un livre très érudit, j'en rappelle le titre, La vigne, le vin, sacré symbole, par Jean-François Blondel. Souvent on dit ce vin a du corps, et moi je dirais le livre de Jean-François Blondel a du corps et de l'esprit. Merci beaucoup de nous avoir rendu visite, merci de votre attention, c'est la fin du journal de Vue d'ailleurs. Bonjour à tous et bienvenue dans notre émission Entreprise et Innovation, votre rendez-vous innovation, développement économique et enjeux du digital sur TV Finance. Tous les jours, TV Finance met en lumière une société, un projet, des hommes et des femmes qui font l'entreprise d'aujourd'hui et de demain dans un monde en perpétuelle évolution. Pour y participer, contactez-nous sur tvfinance.fr.